Et nous commençons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Herscovici, fondateur de StackingSat. Bonjour Jonathan Herscovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment ça va depuis Surfing Bitcoin ? Eh bien écoute, fatigué. Fatigué parce que on a beaucoup bossé et effectivement ça a été un événement incroyable. Plus de 2000 personnes à Biarritz fin août. Plus de 3/4 des gens n'étaient jamais venus à Biarritz. Donc, ni à Surfing Bitcoin, du coup. Ni à Surfing Bitcoin. Donc on est très heureux, on a beaucoup bossé. Ça a été, franchement 3 jours, tu y étais. De moments intenses en contenu, en activité. Sachant qu'on a fait venir cette année beaucoup de no-coiners. Alors, no-coiners comprennent des gens qui n'investissent pas aujourd'hui en crypto-monnaie, c'est ça ? Exactement, donc des personnes qui débutent et qui ont besoin justement d'apprendre, de mieux comprendre cet univers. Donc on avait créé des petites activités comme le Surf to Earn ou la chasse au trésor qui nous a permis justement de faire venir beaucoup de personnes qui a priori ne seraient jamais venues à ce type de conférence. Et alors bilan, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a eu un enjeu de pédagogie réussi sur ces sujets-là vis-à-vis de ces no-coiners qui ne s'y connaissaient pas ? Alors complètement, on a d'ailleurs diffusé Le Mystère Satoshi, qui est un documentaire qui avait été produit par Arte. Et l'objectif, tout simplement, était de leur présenter ce documentaire pour les initier à Bitcoin. Et on a eu plus de 850 personnes dans l'amphithéâtre du Casino. Donc c'est un véritable succès et j'espère qu'ils ont appris ce qu'était Bitcoin et pourquoi c'était indispensable d'en détenir. Et ça, je pense qu'on en parlera juste après. Mais effectivement, et pour l'année prochaine... Oui, c'est ça. Alors, avant effectivement de replacer Bitcoin dans le contexte économique et dans le contexte réglementaire, est-ce qu'il y a des évolutions à venir sur Surfing Bitcoin l'année prochaine ? Déjà, est-ce qu'il y aura Surfing Bitcoin l'année prochaine ? Donc oui, je confirme, évidemment, au cas où les gens en douteraient, même si je l'ai déjà communiqué à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Évidemment, il y aura une quatrième édition de Surfing Bitcoin en 2023. Donc toujours fin août, toujours à Biarritz et toujours au Casino de Biarritz. Le cadre est quand même assez incroyable. Donc oui, il y aura une quatrième édition. Et chez Surfing Bitcoin, on est un peu ambitieux. On aime bien faire les choses en grand. Et c'est pour ça que... Alors, je ne sais pas si ce sera sur la prochaine édition ou celle d'après. D'accord. Mais on aimerait encore élargir l'audience. Donc, il y aura toujours ces 2 jours de conférences dédiés au B2B, aux acteurs de l'écosystème, parce que c'est important de réunir toutes ces personnes au même endroit. Et à Biarritz, encore une fois, dans un endroit très agréable. Et l'idée, c'est pourquoi pas de faire un festival, voire une fête foraine, quelque chose avec l'effigie de Surfing Bitcoin, encore une fois, pour élargir au maximum l'audience. Donc aller chercher du grand public. Aller chercher du grand public avec une scène musicale, des artistes, enfin voilà. Encore une fois, ça reste un projet aujourd'hui, mais c'est vraiment l'ambition qu'on a chez StackingSat et Surfing Bitcoin, élargir l'audience pour Red Piler et Orange Piler le maximum de personnes sur Bitcoin. Bon alors, en matière de Bitcoin, il y a aussi un aspect réglementaire qui est peut-être un petit peu moins festif que les festivals, mais il y a 2 textes emblématiques aujourd'hui pour les opérateurs en crypto-monnaie et notamment en Bitcoin, qui sont MiCA et TFR. Les 2 textes ont été adoptés par le Parlement européen il y a quelques heures à présent. Bon, le processus n'est pas encore fini, mais globalement, on sait que les textes ne devraient plus bouger et que les opérateurs sur le sol français, les PSAN, vont devoir se mettre au diapason de la réglementation européenne. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour les opérateurs français, Jonathan ? Alors, de notre point de vue, c'est extrêmement positif. Alors, je sais que ça peut forcément faire débat dans l'écosystème Bitcoin. Oui, parce qu'on a vu quelques dents grincées sur certaines lignes de TFR, notamment sur le sujet de l'identité. C'est vrai. Alors, nous, chez StackingSat, on est compliance by design. On a été d'ailleurs les premiers à être enregistrés PSAN dès le début, donc le 29 septembre 2020. Donc, nous, dans cette logique, encore une fois, de compliance by design, ça permet finalement de rassurer nos clients. Et le fait d'avoir une réglementation, finalement, ça permet, encore une fois, de proposer des produits et des services qui sont conformes, finalement, à l'industrie financière de manière plus globale, ce qui va rassurer à la fois les institutionnels, les clients particuliers, enfin bref, tout l'écosystème. Donc pour nous, c'est très positif, même si effectivement,
il ne faut pas aller trop loin dans la surréglementation pour ne pas bloquer. Et le problème, c'est évidemment aussi la distorsion de concurrence. Bien sûr, j'allais y venir. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, acteurs français, acteurs européens, on est d'accord pour se conformer à cette réglementation, à condition, évidemment, que les acteurs étrangers, finalement, aient les mêmes contraintes que les nôtres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils n'ont juste pas le droit de faire de publicité, c'est ça, en tout cas sur des médias européens. C'est ça, c'est pas forcément très clair déjà aussi, parce que chaque avocat aussi a sa lecture de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Mais en tout cas, clairement, il y a un petit peu, je pense, c'est un problème vis-à-vis de ça, où les acteurs étrangers sont beaucoup moins surveillés que les acteurs français ou européens. Et quelque part, MiCA, pour moi, aura une vertu, c'est celle de transformer les acteurs crypto qui sont enregistrés PSAN vers l'agrément PSAN. Donc là, il y a un niveau de technicité et de contraintes un peu plus élevé. Ouais. Il n'y en a pas aujourd'hui. Alors, en gros, le PSAN, c'est principalement des sujets de LCBFT, donc lutte anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme. Mais il n'y a pas forcément de contraintes, par exemple, de fonds propres qu'il y aura dans l'agrément, qui d'ailleurs sera probablement très proche du MiCA. Donc MiCA, d'ailleurs, c'est inspiré du contenu des textes qu'il y avait sur l'agrément PSAN. Bien sûr, délivré par l'AMF. Exactement. Il ne faut pas confondre enregistrement et agrément. D'ailleurs, aujourd'hui, aucun acteur n'est agréé. Donc il se trouve que Stackinsat va travailler en ce sens pour faire partie des premiers PSAN agréés. Et il y aura une transposition beaucoup plus simple sur le MiCA dans la foulée. Une question concurrence toujours avec une réglementation, j'ai envie de dire, plus connue et plus simple. Est-ce que ça ne va pas créer un marché plus concurrentiel aussi dans le secteur des crypto-monnaies ? C'est ce qu'on veut. Alors après aussi, c'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein, ça peut être aussi quelque chose qui peut être considéré comme une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants. D'accord. Donc nous, en tant qu'acteurs historiques, finalement, ça nous avantage. Mais effectivement, il peut y avoir un problème sur des nouveaux entrants. Et c'est vrai que c'est toujours bon dans un marché d'avoir des nouveaux entrants, d'avoir plus de concurrence. Donc, contrairement à ce que tu dis, je crois que justement, ça ne va pas forcément encourager la concurrence. D'accord. Ouais. Et ça va plutôt limiter les nouveaux entrants d'entrer dans ce marché, alors qui justement est quand même assez complexe. Donc finalement, d'avoir assez peu d'acteurs bien régulés, etc., c'est pas forcément un mal non plus. Alors justement, pourquoi investir en Bitcoin ? Je ne sais pas si on aura l'occasion de répondre à cette question aujourd'hui, on l'a déjà fait sur ce plateau. En revanche, on a pu suivre quand même au Royaume-Uni, on ne va pas revenir sur le contexte économique du Royaume-Uni, mais on a pu suivre, et vous avez pu suivre le recul, voire la chute de la livre sterling ces derniers jours. Et alors il y a le directeur de la recherche de chez CoinShare, James Butterfield, qui lui a constaté que plus la livre sterling chutait, plus sur les plateformes d'opérateurs crypto au Royaume-Uni, on voyait des volumes de trading exploser. Alors sur la paire de devises, donc GDP BTC, à savoir livre sterling Bitcoin, qui était proposé du coup sur ces plateformes-là. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est de la spéculation pure ou comment est-ce qu'on explique ces mouvements-là Alors déjà, il faut bien comprendre, et je pense que les auditeurs de Bismart en sont bien conscients, on vit dans un monde nouveau, notamment depuis finalement l'avènement du Covid, avec cette impression monétaire de toutes les banques centrales, donc que ce soit la Banque centrale américaine, européenne ou anglaise. Et effectivement, ce rythme d'impression monétaire, on savait qu'à un moment ou à un autre, il y allait avoir des impacts sur l'inflation. Bien sûr. Oui. Alors effectivement, les gouvernements, etc., font porter le chapeau à Poutine et à la crise énergétique, mais on sait que l'origine du problème est bien plus profonde que ça, et ça vient principalement de cette impression monétaire illimitée. Et finalement, les premiers à en subir les frais, c'est les Anglais. Et c'est la livre sterling. Et on voit qu'avec les annonces, justement, où ils sont un petit peu entre le marteau et l'enclume, est-ce qu'on privilégie l'inflation ou est-ce qu'on privilégie la croissance ? Et là, du coup... Avec ce nouveau paquet de mesures, enfin ce nouveau budget proposé par le nouveau gouvernement britannique, donc on a vu la livre sterling chuter. Mais moi, ma question, c'est pourquoi parce que d'ailleurs, l'article que je lisais me mentionnait que le cours de l'or n'avait pas spécialement bougé. Pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul, on voit des volumes exploser sur cette paire de devises qui a été créée du coup sur ces opérateurs crypto, Bitcoin, livre Alors après, sterling. il faut savoir qu'il y a des paires sur toutes les devises. D'accord. Donc, Ouais. c'est pas quelque chose de nouveau en particulier de ce point de vue-là. Mais les gens, je pense, encore une fois,
depuis le Covid, ont réalisé les problèmes qu'il y avait sur ce marché monétaire, sur le fonctionnement de l'économie de manière générale. Et je pense qu'il y a une connaissance un peu plus profonde de ces sujets-là de la part du grand public ou même des institutionnels. Et effectivement, Bitcoin est un rempart contre la perte de pouvoir d'achat. Et les monnaies fiduciaires, que ce soit l'euro, le dollar ou la livre sterling, qui a particulièrement réagi face à ces nouvelles mesures de financement de l'économie, par une multiplication par 10, des fois fois 30 sur certaines plateformes. Et Bitcoin, encore une fois, est une réponse contre la perte du pouvoir d'achat par rapport à ses caractéristiques intrinsèques. Et je vais en citer qu'une, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, qui fait que ça va protéger votre pouvoir d'achat à long terme contre l'argument maximaliste c'est ça, de Bitcoin. Dernière question très rapide, Jonathan Erskovici. Une question qu'on se pose souvent dans cette émission, quels que soient d'ailleurs les placements dont on parle, c'est faut-il craindre l'inflation? Bitcoin doit-il craindre un placement déjà effectué en Bitcoin, même si c'est une part infime dont on sait qu'elle peut être risquée comme d'autres placements, et dans un souci de diversification, ce placement peut-il aussi craindre l'inflation? Alors, de mon point de vue, non. D'accord. Et encore une fois, c'est très simple, parce qu'on a une conviction de long terme sur Bitcoin. Bitcoin va devenir, en tout cas a le potentiel, je me reprends, a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial. Et de ce point de vue-là, à long terme, Bitcoin est une protection contre la perte de pouvoir d'achat et contre l'inflation. Donc c'est pour ça que nous, à court terme, effectivement, on n'a pas d'horizon sur la prévision de l'évolution du prix. Bien sûr. En revanche, on est convaincu que dans 10, 20, 30 ans, Bitcoin prendra de plus en plus de place. Alors, je ne sais pas s'il deviendra la nouvelle monnaie mondiale, etc. Mais en tout cas, ça deviendra et ça restera une réserve de valeur de ce point de vue-là. Et donc, il vaut mieux en acheter maintenant. Il est beaucoup plus risqué de ne pas en détenir que d'en détenir. Donc, évidemment, vaut mieux en acheter de manière régulière à travers du dollar cost averaging. Ça tombe bien, c'est la spécialité de Stackinsat. Mais dans tous les cas, si vous voulez en acheter, d'ailleurs, en ce moment, c'est des bons moments, des bons points d'entrée, parce qu'on est autour des 19-20 000 $, qui est historiquement plutôt un point bas. Donc, vaut mieux en acheter régulièrement, encore une fois, dans une logique de protection du pouvoir d'achat à long terme de son patrimoine financier. Bon, on rappelle que comme tout investissement, c'est des investissements qui peuvent être risqués et qu'il faut y consacrer une partie infime de son patrimoine, en tout cas dans un objectif de diversification. Merci beaucoup, Jonathan Erskovici. Merci. Je rappelle que tu es fondateur de Stackinsat, mais aussi de Surfin Bitcoin. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.